Bonjour à toutes et tous pour ce nouveau podcast de la recherche. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Philippe Dariulla, professeur des universités en histoire contemporaine et responsable des enseignements d'histoire à Sciences Po Lille. Spécialiste du XIXe siècle, ses nombreuses recherches traitent notamment du sentiment national et de la construction des identités nationales au XIXe siècle. Bonjour à vous, Monsieur Dariulla. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Pour commencer, nous avions une question. C'était celle de vos anciennes fonctions. Effectivement, vous avez longtemps enseigné dans le secondaire avant d'être recruté à Sciences Po Lille. Pouvez-vous nous parler de votre carrière d'enseignant de lycée et de ce que ça vous a apporté? J'ai été 13 ans enseignant en lycée, de 1996 à 2009 pour être précis, toujours dans un seul et même établissement qui se situait en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire dans la banlieue nord de Paris, dans une commune qui s'appelle Aubervilliers, tout à fait limitrophe. C'était un lycée, c'était ce qu'on appelle une cité scolaire, c'est-à-dire c'était dans un même bâtiment, il y avait à la fois un lycée et un collège. J'enseignais qu'en lycée, qui était en ce qu'on appelle prévention violence, dans ce qu'on appelle pudiquement dans la presse des quartiers difficiles. C'était une expérience très riche sur le plan humain. Ça met en contact avec les réalités sociales, mais aussi ça permet de contacter un type d'élèves qui ont peut-être particulièrement besoin de la présence d'enseignants, d'un service public de l'enseignement efficace, tourné vers eux, avec des belles réussites. Moi j'ai eu le très grand plaisir d'avoir comme collègue, alors comme elle était vacataire, elle était à la préparation de l'agrég de SES ici, une ancienne élève de moi de ce lycée d'Aubervilliers qui s'appelle Henri Vallon, que j'ai retrouvé donc à Sciences Po Lille comme enseignante et comme collègue d'enseignement, ce qui montre qu'il y a des belles réussites qui se font. Elle est titulaire en CPGE, c'est-à-dire en classe préparatoire aux grandes écoles dans le secondaire, enfin dans le supérieur dans le secondaire. Voilà, alors c'était surtout une expérience humaine et sociale forte pendant de nombreuses années. Encore une fois, 13 ans dans le secondaire. Ensuite, vous avez également eu une carrière politique, il me semble, notamment dans le syndicalisme étudiant et en tant qu'adjoint au maire du 18e arrondissement de Paris. Entre autres, j'ai été aussi le principal conseiller du président de l'Assemblée nationale pendant une époque, oui. J'ai fait pas mal de politique, en effet. D'accord, donc finalement, vous êtes quand même très très engagé. Et de ce fait, comment voyez-vous dans votre propre parcours l'articulation justement entre le politique, votre engagement politique, et d'autre part l'enseignement et vos activités par la suite de recherche? C'est des choses qui doivent être disjointes. Je m'explique. Tout historien, je pense tout universitaire, du moins en sciences humaines, c'est peut-être moins vrai en mathématiques, est un citoyen et réfléchit à son objet de recherche et à ses objets d'enseignement aussi comme citoyen. Un historien n'est pas quelqu'un qui vit en dehors du temps et de l'espace, c'est-à-dire en dehors du temps présent. Et tout historien, finalement, finit un moment, ou doit à un moment, poser au passé des questions qui se posent dans le présent. Je m'explique, je vais prendre des exemples. Il y a deux domaines de recherche qui sont en plein essor, c'est les études de genre et les études sur les questions environnementales. Les études de genre, les questions posées par les études de genre ne se posaient pas aux hommes et aux femmes du Moyen-Âge, ni aux hommes et aux femmes du XIXe siècle. Il est parfaitement légitime de repenser l'histoire du Moyen-Âge ou l'histoire du XIXe siècle en lui posant les questions qui sont des questions issues de l'histoire du genre, qui sont apparues à la fin du XXe siècle et qui se développent au XXIe siècle. Je pourrais faire exactement la même démonstration sur la question des interrogations et des problématiques environnementales. On peut relire, réétudier, repenser l'industrialisation, les premières et secondes industrialisations du début et de la fin du XIXe siècle, au prisme des questions environnementales. Donc ça, c'est quelque chose, il n'y a pas besoin de avoir fait de la politique pour faire ça. Il n'y a pas besoin d'avoir été adjoint au maire, conseiller du président. J'ai aussi été délégué général du premier parti politique français à un moment. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait une carrière politique pour faire tout ça. Mais s'il y a une légitimité à poser au passé les questions du présent,
il est illégitime de vouloir, et il est totalement ahistorique et anachronique, de vouloir imposer au passé les réponses du présent. Hein? C'est un processus de compréhension, pas de réponse. Et c'est finalement ça la différence principale entre la politique et la recherche historique. Quand on est confronté à un problème, le politique doit trancher. Les choses peuvent être très compliquées, mais il faut faire des choix et décider qu'on va dans cette voie. L'historien doit accepter la complexité. L'historien est uniquement dans une démarche compréhensive. Cette démarche compréhensive, elle doit pouvoir à un moment éclairer, ça a une fonction sociale, mais pas que les politiques, tous les citoyens. Mais dans une recherche, on ne doit pas imposer nos réponses. On ne doit surtout pas chercher à imposer les réponses que l'on pense en présent, au passé. On doit se contenter de poser les questions du présent au passé et d'essayer de montrer toute la complexité des réponses possibles, de l'ensemble des réponses possibles qui existent dans le passé. Et de ce point de vue, quand on a été militant politique, quand on a été engagé politiquement, l'important c'est bien d'arriver à disjoindre la réflexion de chercheurs et la réflexion d'élus, par exemple, puisque j'ai été élu politique, d'élus politiques. C'est des démarches qui, si elles ont des interrogations en commun, ont aussi des différences fondamentales. Le plus important, c'est sans doute d'opérer cette disjonction. Quant au reste, ce qu'il y a en commun, il n'y a pas besoin d'être militant. Tout citoyen qui réfléchit un peu dans la société dans laquelle il vit, et donc tout historien est amené à avoir cette démarche. Pas besoin d'avoir fait de la politique d'un point de vue très militant pour avoir ces interrogations. Je ne sais pas si je suis clair. Si, il me semble que vous êtes très très clair. Et c'est assez amusant que vous ayez parlé justement de ces questions de hors du temps, comme quoi vous ne considérez pas la recherche comme véritablement hors du temps, parce que ça faisait partie de ma question suivante, qui était de nous raconter finalement comment s'est construit votre parcours au sein de ce monde quand même assez particulier, qui est perçu justement comme assez distant du monde réel, si je peux m'exprimer ainsi, qui est le monde de la recherche et plus particulièrement en histoire. Eh bien, alors, une recherche, il n'y a pas toujours là-dessus, on a tendance à donner une réponse. En fait, il n'y a pas une réponse, il y en a 10. Un parcours de chercheur, un parcours de vie, quel qu'il soit, le vôtre, mais là, le mien, c'est quelque chose qui est la jonction de. C'est un entrelac de causes. Il n'y a pas une cause unique qui fait qu'on vend. Donc, comme vous l'avez rappelé, j'ai présidé l'UNEF, puisqu'à l'époque c'était lors de 86 à 88, donc le syndicat étudiant. Et puis en même temps, je voulais continuer les études et j'avais entamé une thèse. Bon. J'avais soutenu cette thèse en 89, mais je m'étais engagé dans une carrière politique. Je n'étais pas agrégé à l'époque. J'ai passé l'agrégation après une vraie expérience politique en 96. J'avais 38 ans quand j'ai passé l'agrégation. Vous voyez, il y a eu, entre mon temps, il y a eu une dizaine d'années entre le moment où j'ai arrêté mes études et le moment où j'ai passé l'agrégation. Et entre ce temps-là, j'avais eu des activités exclusivement politiques, enfin professionnellement. Et bon, j'avais fait ma thèse, et puis sous la direction, de la co-direction de Philippe Vigier et de Maurice Agulon, qui était professeur au Collège de France. Et puis, en faisant mes recherches, j'avais eu, tout ça est complexe, j'étais une tradition politique comme militant, c'est-à-dire poser je vous disais, poser au passé des questions du présent, qui liaient la gauche à une forme d'internationalisme. La gauche, la droite était nationaliste, la gauche n'était pas nationaliste, c'était un peu... très clairement ça, ma culture politique. Et quand j'avais fait ma thèse sur un personnage de la monarchie de Juillet, c'est-à-dire de 1830-1848, j'avais remarqué que la gauche était très nationaliste à cette époque, et notamment j'avais les premiers journaux communistes qui appelaient à la colonisation de l'Algérie, vive l'Algérie française globalement, ça m'avait interpellé. Et je m'étais dit, c'est quelque chose, vous voyez, toujours le rapport question-présent. Essayez de comprendre. C'est-à-dire, j'ai pas voulu faire une histoire de la gauche qui soit... qui aille dans le sens de confirmer ce que étaient mes convictions, mais au contraire de ce qui dérangeait mes convictions, essayer de les comprendre. Et avec le soutien de Maurice Agulon, donc, et des professeurs au Collège de France, j'avais pris contact avec les éditions du Seuil pour faire un ouvrage là-dessus, qui est sorti, je crois, en 2001, qui s'appelle Les Patriotes, et qui explique justement, qui est une réflexion sur ce parcours de cette gauche qui affirmait très fortement, globalement, c'était la droite qui était plutôt cosmopolite et la gauche qui était plutôt nationaliste, avec nationaliste entre plein de guillemets, c'était pas non plus le nationalisme de Barès, ou de Jean-Marie Le Pen du tout, mais quand même, c'était très fortement
attaché à la grandeur de la France, enfin tous les thèmes patriotiques. Donc j'ai fait cet ouvrage-là. Et puis après, ça c'était essentiellement cette raison, c'était le choc. Le choc justement entre les convictions et l'histoire de ces convictions. Il y avait un décalage là, je voulais comprendre ce décalage. Puis après, le reste, c'est des logiques de recherche. Par exemple, ensuite, je me suis posé la question, en travaillant sur la question du patriotisme de gauche, j'ai trouvé plein de chansons républicaines, socialistes, très patriotiques. Et donc je me suis dit qu'il y avait un domaine là de développement, de diffusion des idées d'abord. Après j'ai vu que c'était autre chose que la diffusion des idées. Mais dans un premier temps, je l'ai appréhendé comme diffusion des idées, qui était la chanson, et qui était très très répandue au XIXe siècle. Je me suis dit, voilà un sujet de recherche. Je commençais à vouloir travailler ça, j'ai rencontré un autre enseignant qui s'appelait Dominique Khalifa, qui m'a proposé de le transformer en diplôme, ce qu'on appelle une habilitation à diriger les recherches. Et ça veut dire que c'est le diplôme qui donne le droit de diriger des thèses, si vous voulez. Enfin, oui, même si vous ne vouliez pas, c'est ça, et qui permet de devenir professeur des universités. Dominique Khalifa a enseigné à Paris, hein, il est décédé il y a très peu de temps. Voilà, et ça j'ai transformé ça et ça a donné un ouvrage qui s'appelle La Muse du Peuple, qui est en fait le condensé, même si c'est déjà un ouvrage assez avec un nombre de pages important, mais c'est quand même le condensé de la thèse, la seconde thèse qu'on fait, qui sert à avoir l'habilitation à diriger la recherche. Et puis après, bon, et c'est toujours là, en ce moment, je suis dans d'autres projets de recherche, et puis après, j'ai eu en même temps un autre projet de recherche, pour vous dire que tout ça c'est complexe, et qui est le produit de la rencontre avec des collègues. C'est la rencontre avec une collègue qui était directrice, puisque je suis historien à Sciences Po, mais mon laboratoire, parce que tout enseignant-chercheur, je ne sais pas si on vous l'a dit dans ces podcasts, est forcément assimilé, non, mais affilié à un laboratoire de CNRS. Et le laboratoire de CNRS, bien sûr, il n'est pas à Sciences Po, on n'est que 3 enseignants-chercheurs en histoire à Sciences Po Lille, on va faire un laboratoire à 3, il est à Pont-de-Bois, l'ancienne Lille 3 et l'actuel campus Pont-de-Bois de l'aide-sciences humaines, ça s'appelle l'IRIS, et la directrice de l'IRIS, avec elle qui s'appelle Sylvie Aprile, on a eu l'idée de participer avec des collègues avec un collègue du Luxembourg, de l'Université de Luxembourg, à un projet sur écrire une histoire des gens qui ont pensé l'Europe et qui ont voulu faire des projets de construction européenne au XIXe siècle. Ça a donné la publication, ça a donné 3 colloques, et un livre et plein de choses. Le livre s'appelle L'Europe de papier, qu'on a publié avec une collègue italienne, cette collègue de l'IRIS, moi et le collègue luxembourgeois. Donc vous voyez, la recherche c'est comme ça, c'est une question qui vient du présent, c'est en travaillant sur une question, on découvre des choses qui mériteraient d'être des fois approfondies, ça fait une deuxième recherche, des fois c'est en discutant avec un collègue qu'on fait un 3e projet, il n'y a pas donc il n'y a pas de voie royale, c'est plein de petites choses qui fait qu'on construit des projets de recherche. 2 projets de recherche, un qui est la continuité de ce projet européen, où ce serait l'idée de faire un livre sur... refaire un second livre sur cette question avec deux autres collègues, c'est Sylvie Aprile dont je vous ai parlé, et puis un autre collègue qui publie pas mal en ce moment, et notamment tourné vers l'histoire du socialisme, là, qui s'appelle Jean-Numat Ducange, qui est professeur des universités, de l'université de Rouen. Sylvie Aprile maintenant a quitté l'université de Lille, elle est à Paris-Ouest à Nanterre. Donc on a ce projet tous les 3, puis j'ai un autre projet, alors celui-là, il est encore au début, hein. On est en train de réfléchir au plan du livre. Bon. Un autre qui est beaucoup plus avancé, on a beaucoup fait de recherches, que je fais avec une collègue qui est dans le secondaire au lycée Louis Grand à Paris et qui fait des conférences de méthode ici, qui s'appelle Catherine Piluti. Là, on réfléchit à quelque chose de très différent. On écrit ce qu'on appelle on finit la recherche, on va bientôt passer à la rédaction, d'un travail de ce qu'on appelle la micro-histoire, c'est-à-dire l'histoire au plus près, hein, l'histoire regardée avec un microscope, hein, sur un quartier de Paris, qui est globalement le quartier des 15-20 du Faubourg Saint-Antoine, c'est un triangle rue de Charenton, rue de Faubourg Saint-Antoine, les barrières, ce qui était à l'époque, si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui les portes, bon, mais elles étaient plus à l'intérieur à l'époque, pendant l'insurrection de juin 48. Voir un peu là, repérer tous les insurgés, tous les agents de la répression, comment ils sont comportés, enfin, et voir dans un moment d'extrême tension politique et militaire, il y a beaucoup de morts dans ces journées de juin 48, ce qui s'est passé. Voilà, vous voyez à chaque fois,
y a des logiques de recherche, mais il y a aussi des dérivations, des croisements, des influences extérieures. C'est tout ça qui fait qu'on se lance dans un projet. Il n'y a jamais une explication unique. Et il n'y a pas comment dire, une chaîne logique entre tous les produits de recherche qui fait une sorte de déterminisme de la recherche. C'est quelque chose qui se construit un peu toujours en partie dans des logiques de recherche, mais aussi avec une part de hasard et d'empirisme à chaque instant. D'accord, merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez parlé, pour commencer votre réponse, de votre thèse. Vous avez travaillé, vous l'avez dit, sur un homme politique et militant républicain socialiste, Albert Laponneraye. Et en tant que chercheur, et ayant vous-même été très engagé à un moment de votre vie, je reviens un petit peu à cette question-là. Finalement, comment est-ce que vous voyez cet enchevêtrement de temporalité, finalement, entre les deux? D'abord, première chose, c'est une thèse que j'ai faite, que j'ai totalement voulu réécrire, c'est sorti il y a 2 ans, parce que ça m'intéressait aussi de regarder avec un décalage de 20 ans comment on refaisait un même travail. Donc c'est une expérience de recherche aussi, un moment, réécrire, pas se contenter d'adapter, totalement réécrire. Un nouveau plan, des nouvelles problématiques, des nouvelles questions, qui permettent de faire l'état, y compris dans ma tête, mais aussi dans l'institution universitaire, de l'évolution de la recherche. Il y a des questions qui apparaissaient importantes, qui ont dit, globalement, tout ce qui est histoire des idées était dévalorisé, et de plus en plus, tout ce qui est histoire des sociabilités. Bon. Ce qui m'intéresse dans ce... Alors, là aussi, pourquoi j'ai fait cette thèse? Parce que mon directeur me l'a proposé, point. Quand j'ai commencé la thèse, le jour où j'ai signé pour cette thèse, la veille, j'avais jamais entendu parler de Laponneraye. Il était un peu connu de son temps, mais enfin tout le monde l'a oublié aujourd'hui. Bon, il y a une rue à Tours, pour lui, c'est tout bon. Donc c'est pas du tout parce que j'avais un choix. Bon. Que mon directeur à l'époque ait eu dans la tête d'un militant historien, tout ça, c'est fort possible que lui ait eu dans sa tête, mais c'était pas moi qui avais cette démarche. J'ai fait cette thèse sur ce sujet parce que mon directeur me l'a proposé. Les choses soient claires, donc on ne peut pas voir de justification que je penserais à des choses. Si j'ai voulu la reprendre, c'est pour des raisons historiographiques et pas des raisons politiques que je viens de vous décrire. En même temps, toujours pareil, comme historien, je me pose les questions du présent au passé. Et dans cette période de recul, de dépolitisation, non, c'est pas juste, mais de recul de l'engagement politique traditionnel, partisan. Les partis politiques pèsent beaucoup moins qu'un. Ça m'intéressait de savoir justement qu'est-ce que signifiait l'engagement militant, l'engagement partisan, à une époque où il n'y avait pas de parti politique constitué, et l'engagement partisan dans une position plutôt d'intellectuel, puisque Laponneraye était essentiellement un historien. Et ça a été notamment le premier historien robespierriste de la Révolution française. Donc j'ai cherché quelqu'un, justement, ce qui m'intéressait, c'était pas vraiment l'histoire vue d'en bas, parce que c'était pas non plus le simple militant, mais c'était pas non plus le Dru-Rollin. C'était cette espèce d'intermédiaire entre les deux qui permettait d'essayer de repérer ce que c'était qu'un engagement sur le long terme. Et cette question m'intéressait d'autant plus par rapport à mon expérience personnelle que vous soulignez, mais aussi dans une période où ces engagements sur le long terme, du moins dans des formations politiques, parce qu'il y a d'autres formes d'engagement qui existent et sont en recul. Donc c'est dans tout ça qui m'a intéressé, qui a abouti à la publication de ce livre qui s'appelle Un enfant du siècle, parce que c'est avant Musset, Laponneraye, dans un procès, a dit c'est nous les enfants du siècle qui devons changer le monde. Enfin, il dit ça mieux que ça, mais c'est ça que ça veut dire. Donc ça m'a plu de prendre. Et puis c'est bien l'idée de l'ancrer dans une époque, l'enfant du siècle. C'est vraiment. Il fait partie de cette génération des républicains qui sont quasiment tous de Blanqui, vraiment. Tous nés, le Dru-Rollin, ils sont tous nés entre. Je crois que c'est en 1811, le Dru-Rollin, mais enfin dans la première décennie globalement du XIXe siècle. Et justement, vous faisiez le lien avec l'actualité politique, ou en tout cas le climat politique, social, militant actuel. Vos travaux portent entre autres sur les questions d'identité nationale, de citoyenneté. Comme vous le savez, ces questions sont actuellement au cœur du débat public. Pensez-vous qu'il y a un devoir d'intervention des chercheurs et chercheuses dans ce cadre-là? Et si oui, sous quelle forme ces interventions pourraient-elles se faire, compte tenu du paysage médiatique et de la méfiance finalement ou dépolitisation contemporaine? Bon, je me méfie du terme devoir, au nom de quoi je donnerais un devoir à mes collègues. Le seul devoir d'un chercheur, c'est de faire de la recherche.
première chose. Donc le côté donneur de leçons, devoir, il faut s'en méfier. Alors maintenant, ceci dit, comme citoyen, je pense que c'est souhaitable. Et que ça doit être encouragé. Je le souhaite. Enfin, s'il y en a qui préfèrent faire de la recherche sans aucun engagement, c'est leur strict droit et personne à le critiquer. Ce qu'on peut critiquer, c'est la qualité de la recherche, et elle semble critiquable, mais pas leur non-engagement. Mais je pense qu'en effet qu'il est souhaitable dans une situation, alors notamment dans les histoires, c'est d'autant plus vrai pour les historiens au moment où on fait tout et n'importe quoi de l'histoire. Bon, puisque vous me posez des questions politiques, qu'il y a un candidat encore potentiel mais évident à la présidentielle qui n'arrête pas de parler d'histoire, hein, Éric Zemmour, pour dire des choses ahistoriques, voire anti-historiques. Là-dessus, il y a quand même un peu, oui, on a une responsabilité, au moins de dire, de contrer des affirmations, alors non seulement factuelles, mais fondamentales, hein, que comment l'identité nationale est une invention, est une création de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, et non pas une histoire ancestrale, qui est quand même un acquis là-dessus. Moi, je n'ai rien inventé, hein, je me suis appuyé sur des historiens qui avaient travaillé sur ces questions avant moi. Bénédicte Anderson notamment, hein, ou Ernst Gellner, qui avaient parfaitement démontré comment on invente les identités nationales et on n'hérite pas des identités nationales au XIXe siècle. Bon, voilà, alors là-dessus, il y a quelque chose que les intellectuels peuvent dire, mais là aussi, ils doivent faire attention, parce que très facilement, on nous renvoie à l'image de l'intellectuel donneur de leçons, alors que nous, on sait bien qu'on a une identité française. Enfin, on voit très bien comment les nationalistes peuvent répondre à nous, et que on doit y répondre, mais sans se couper de la société. Et ça, c'est un vrai travail. Si on veut y répondre, il faut bien penser à le faire sans se couper de la société, et en trouvant des liens avec la société, des liens avec le monde politique, des liens avec le monde associatif, des liens avec tous ceux qui vivent cette montée de ce nationalisme ahistorique comme une souffrance et comme une inquiétude. Être en dialogue et surtout pas se poser en donneur de leçons, d'abord parce que c'est pas sûr qu'on ait tant de leçons que ça a donné, un peu d'humilité ne fait pas de mal, et puis ensuite parce que les réponses, elles ne peuvent pas venir que des historiens. On peut apporter quelque chose, des intellectuels en général, on peut apporter quelque chose, l'histoire l'a montré, on pense toujours à l'affaire Dreyfus là-dedans, hein, bon. L'histoire a montré, mais s'il y avait eu que il y avait eu que Zola, il y a fait aussi parce que tas d'autres pans de la société qui sont mobilisés, que le procès Dreyfus a pu être révisé, que l'affaire Dreyfus a... Ceci dit que Dreyfus a été quand même déclaré coupable, il a été gracié, mais enfin bon. Là aussi, on doit le faire, mais on doit le faire en liaison avec la société. Mais là, on quitte le domaine de la recherche, hein, parce que sur ce plan, c'est pas ma recherche, c'est beaucoup ce que la recherche des autres, et des autres depuis des décennies, hein, qui permet de répondre à tout ça, dans le monde des fake news, le monde de l'appropriation illicite de l'histoire. On a des choses à dire. Mais encore une fois, pas en donneur de leçons et pas coupé de la société. Eh bien, merci infiniment pour cette réponse extrêmement détaillée. Juste une simple petite question pour rebondir là-dessus. Vous parliez de rester en lien avec la société, avec les associations. Vous avez également, je rebondis également sur votre première réponse, s'agissant de votre travail d'enseignant dans des quartiers nord à Paris, à Aubervilliers. Donc pour vous, au vu de tout ça, quelle forme prendrait, par exemple, ces liens s'il vous en vient à l'esprit? Il y en a plein possibles. Là aussi, il y a des tas de choses. Ça peut être d'abord l'engagement politique pur, première chose. Et de ce cas-là aussi apporter un éclairage. Comme historien, il m'est arrivé dans une politique d'apporter des éclairages, pas des réponses, des éclairages. C'est vraiment l'expression qui convient. Ça peut être l'engagement associatif, ça peut être la participation à des expériences de communication, des radios, des journaux. Ça peut être ce que je fais par exemple dans le prolongement de mon engagement d'élu. Ce que je fais, j'anime avec un collègue qui est professeur des universités à l'université de Créteil, qui s'appelle Emmanuel Furex. On a fondé une université populaire qui met toujours l'idée, c'est on met par exemple là j'aime parler de la chanson, j'ai fait une émission avec la chanson avec un groupe de chanteurs qui s'appelle les Goguettes. Ça a eu un grand succès sur YouTube.
Ça s'appelle Les Goguettes, chacun pourra le trouver, une sketch sur le confinement. Hein. Et donc, il parlait d'actualité en chantant. Et moi, je parlais de la chanson politique au 19e siècle. Donc, on a fait une séance de dialogue. On fait ça en plus, vous voyez, comme vous, en liaison avec un podcast qui s'appelle Parodie d'Histoire, qui rend public plus largement ces universités populaires. Enfin, voilà, j'ai eu l'occasion, par exemple, pour le 150e anniversaire de la Commune de Paris, d'écrire des articles. On me sollicite. Donc, c'est être ouvert à toutes les propositions, à toutes les possibilités. Il y a pas là aussi, il n'y a pas de réponse unique, il n'y a pas... mais c'est toujours garder ce lien, c'est-à-dire, et en sachant bien qu'on peut apporter un éclairage, on n'a pas de réponse. La preuve qu'on n'a pas de réponse, c'est que je connais des historiens de très grande qualité qui font des choix politiques dans le présent totalement opposés. Si l'histoire nous donnait les certitudes sur ce que devait être l'engagement, on serait tous dans le même camp. Bon, ce n'est pas le cas du tout. C'est bien la preuve que l'histoire ne nous donne pas de réponse sur le présent. Mais l'histoire nous apprend peut-être, même, je crois certainement, à mieux interroger le présent, parce qu'on a appris à interroger le passé. Construire un interrogatoire, c'est peut-être... et un rationnel, patient, c'est peut-être ce que la recherche nous apprend de plus efficace pour essayer de regarder la société dans laquelle on vit. Je voudrais évoquer la question des réalités matérielles de la recherche. Parce que nous l'avions évoqué durant nos échanges en amont de ce podcast. La recherche, ce n'est pas qu'un travail intellectuel finalement, mais aussi un ensemble de réalités matérielles. Et en cela, pour reprendre aussi un petit peu les questions politiques et d'actualité, finalement, quelle place pour les politiques de recherche en France aujourd'hui? Bon, alors, il y a deux aspects. Personnellement, très égoïstement, il faut reconnaître que je n'ai pas été confronté à de lourds problèmes de moyens entre l'aide de Sciences Po et mon laboratoire de recherche. Donc le chercheur est plutôt satisfait. Mais en même temps avec peu de demandes. Je veux dire par là, c'est quoi? C'est des aides pour faire des colloques et des publications. Ça n'a rien à voir avec les budgets, par exemple, je ne sais pas si je faisais de la physique nucléaire. Bon. Ça, c'est l'aspect. Mais bon, là aussi, l'aspect chercheur, il est disjoint des politiques. Le citoyen engagé voit que la France est en train de prendre un retard dans ses budgets de recherche qui est considérable. C'est quand même énorme que nous sommes, alors qu'il y a l'Institut Pasteur qui a été présenté comme le principal institut de recherche mondial, la seule grande puissance, très grande puissance de recherche qui a été incapable de proposer un vaccin au Covid au moment de la pandémie. Tout le monde commence à prendre conscience de ce retard considérable de la recherche en France. Il est si la France veut continuer à garder une place importante comme moteur de la recherche, c'est-à-dire producteur de prix Nobel, enfin des choses comme ça, hein, il va falloir qu'il y ait un tournant fondamental et rapidement qui soit mis dans l'aide à la recherche. Budget énorme qui sont en jeu, mais c'est un vrai, au sens propre, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'il y aura un retour sur investissement, parce que la recherche aussi, c'est quelque chose qui permet un développement d'une économie. Et là, je crois que les politiques de recherche, alors notamment, et c'est pas un jugement sur le gouvernement en général, je l'ai par ailleurs, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Indépendamment, je trouve que la politique depuis la dernière présidentielle et avec le Covid, quoi, le ministère de l'économie, de l'enseignement supérieur et de la recherche, pardon, a tout très été en deçà de ce qu'il aurait dû être. Et qu'il y a un vrai problème des moyens pour la recherche aujourd'hui en France, d'un terme de politique, et je pense que une fois de plus, ça risque de passer un peu à côté du débat sur les présidentielles, parce que c'est vrai que ça ne fait pas gagner des milliers de voix. Des millions de voix, les gens ne vont pas voter massivement pour augmenter le budget de la recherche, on est bien d'accord, mais c'est pourtant un enjeu fondamental et qui devra être au cœur des réflexions des politiques futures. Et pour finir, le mot de la fin, au vu de notre échange et à destination vraiment directe de nos auditeurs et auditrices, finalement, quels conseils aux chercheurs et aux chercheuses en devenir? Là aussi, j'aime pas donner des directives, des ordres et même des conseils, je me méfie. Moi, j'ai qu'un conseil. Ne vous engagez dans la recherche que si vous aimez ça. La réussite, ne vous dire question, c'est l'intérêt. J'ai envie de... L'amour est un grand mot, mais c'est ça. On ne peut pas être chercheur si on ne prend pas un vrai plaisir à chercher. Alors, un conseil, engagez-vous dans cette voie,
et engagez-vous pour faire des choses qui vous intéressent, je voudrais dire qui vous passionnent. Car sans cet intérêt et cette passion, je ne pense pas qu'on peut faire une production d'un grand intérêt. Merci pour ce conseil que je qualifierais à titre personnel d'incroyablement sage. Merci à vous d'être venu intervenir dans notre podcast aujourd'hui.